et si la fin de la surveillance du FMI n'était pas la victoire qu'on imagine. Depuis 3 ans, un mouvement discret bouleverse l'Afrique. Plusieurs pays remboursent leurs dettes envers le FMI et la Banque mondiale à un rythme inédit. Ces institutions, autrefois toutes puissantes, voient leur influence décliner. En novembre 2023, la Zambie a restructuré 6,3 milliards de dollars de dettes, retrouvant une marge de manœuvre inédite. Fini, du moins en apparence, les diktats extérieurs sur les subventions ou les salaires publics. Même chose au Ghana, où la hausse des prix de l'or et du pétrole, couplée à des financements alternatifs venus notamment de Chine, a permis d'échapper à l'étau du FMI plus vite que prévu. Mais cette liberté retrouvée s'accompagne de nouveaux risques. Si l'influence occidentale recule, de nouveaux partenaires, tout aussi exigeants ou opaques, prennent la relève. Derrière l'indépendance financière, un autre piège se referme. Extractivisme, corruption, substitution d'une domination par une autre. La souveraineté économique africaine est-elle vraiment en marche, ou sommes-nous au seuil de nouvelles dépendances? Pour comprendre, revenons sur les mécanismes de contrôle financier qui sont en train de s'effondrer. Pendant des décennies, la dette a servi de laisse invisible. Pour beaucoup de pays africains, la relation avec le FMI et la Banque mondiale n'a jamais été un choix, mais une obligation. Comment en est-on arrivé là? C'est une histoire de dépendance et de contrôle, tissée au fil des crises économiques et des programmes d'ajustement imposés. Le mécanisme était cruel. Des économies dépendantes de quelques matières premières, exposées à la volatilité des prix mondiaux. À la moindre chute des recettes d'exportation, surgissait un déficit budgétaire. Qui venait à la rescousse? Les institutions financières internationales, avec des prêts, mais jamais sans condition. Pour avoir accès à ces fonds, il fallait accepter une surveillance totale, privatisation, suppression de subventions, réduction des effectifs publics, réforme fiscale selon des schémas préétablis. Cette boucle se refermait d'elle-même. Déficit, dépendance, intervention extérieure et politique publique verrouillée par des décisions prises ailleurs. Discipline budgétaire, disaient les experts, mais dans les faits, c'était une perte d'autonomie, une technocratie imposée, souvent en contradiction avec les réalités et aspirations locales. Prenons la Zambie. Pendant des années, elle incarnait le cycle de la dette. À chaque crise, un nouveau prêt, de nouvelles conditions, et toujours le même sentiment. Les vraies décisions étaient prises à Washington, pas à Lusaka. Mais tout a changé récemment. Face à un endettement insoutenable, la Zambie a mené une restructuration historique, reprenant la main sur sa politique économique, sans surveillance omniprésente du FMI. D'autres pays comme le Ghana, la Côte d'Ivoire ou la RDC voient aussi leur situation évoluer. L'architecture du pouvoir financier mondial reposait sur l'absence d'alternative. Financer les déficits signifiait accepter les conditions des grandes institutions multilatérales. C'est cette absence de marge de manœuvre qui a longtemps empêché une vraie autonomie. Pour les gouvernements africains, la question n'était pas « que voulons-nous faire ?», mais « qu'acceptent-ils que nous fassions ?» La dépendance n'a jamais été une fatalité culturelle ou une question de maturité politique, mais bien une conséquence du système mondial. Le discours sur la discipline budgétaire, imposée de l'extérieur, masquait souvent une réalité. L'érosion du choix démocratique, la difficulté à défendre des politiques adaptées à la population et la légitimation de décisions impopulaires sous couvert d'expertise. Récupérer l'autonomie n'est pas facile. Après des décennies de tutelle, les institutions nationales ont parfois désappris à décider seules ou se sont adaptées à fonctionner sous contrôle externe. La tentation est grande de remplacer la supervision du FMI par d'autres formes de dépendance, parfois plus opaques ou risquées. Qu'est-ce qui a permis de faire sauter ce verrou ces dernières années? D'où vient ce regain d'autonomie? Et que signifie-t-il pour l'avenir économique de l'Afrique? Ce n'est pas la vertu, mais l'environnement mondial qui a changé. Beaucoup aimeraient croire que l'Afrique a remboursé le FMI grâce à une nouvelle discipline budgétaire. Mais la réalité est plus complexe. 3 grandes forces ont bouleversé le rapport de force entre l'Afrique et ses créanciers. Premièrement, la flambée des prix des matières premières depuis 2021. Or, pétrole,
cobalt, cuivre. La reprise post-pandémique et la transition énergétique ont dopé la demande mondiale de ressources africaines. Ghana, Zambie, RDC. Leurs exportations rapportent plus, gonflant les réserves de change, équilibrant les budgets et permettant de rembourser les dettes envers le FMI ou la Banque mondiale. Cette marge budgétaire est une question de souveraineté. Moins de pression pour accepter des politiques dictées de l'extérieur, plus de capacité à négocier. Mais cette hausse des revenus n'aurait pu être qu'un feu de paille sans un deuxième changement. L'arrivée massive d'alternatives de financement, surtout de Chine. Là où le FMI impose une surveillance stricte, la Chine propose des prêts rapides, souvent adossés aux ressources naturelles. On dit que la Chine ne pose pas de conditions politiques, et il est vrai que Pékin surveille moins le détail des budgets. Mais cette flexibilité s'accompagne d'exigences tout aussi redoutables, mais moins visibles. Contrats opaques, infrastructures échangées contre du pétrole ou du cuivre, et nouvelles dépendances vis-à-vis d'un acteur dont les priorités restent centrées sur ses propres besoins. Les pays africains disposent désormais d'un levier, choisir leurs partenaires, mettre en concurrence Washington, Bruxelles, Pékin. Mais ce levier comporte un risque, troquer une tutelle contre une autre, échapper à la conditionnalité du FMI pour tomber dans le piège de l'extractivisme financier ou d'une dépendance à court terme. Troisième force, moins spectaculaire mais essentielle, le renforcement progressif des institutions internes dans certains pays africains. Administration fiscale plus performante, banque centrale plus indépendante, agences de gestion de la dette qui savent de négocier à long terme. Rwanda, Kenya, Afrique du Sud montrent la voie. Quand la capacité institutionnelle s'accroît, la surveillance extérieure devient moins indispensable. Ces États écoutent les conseils du FMI, mais prennent eux-mêmes les décisions finales. Tous n'ont pas atteint ce niveau, mais la capacité à gérer sa dette de façon autonome marque une rupture profonde dans le rapport Nord-Sud. Le vrai pouvoir ici, c'est la faculté de négocier. Avoir plusieurs sources de financement, manier la concurrence entre créanciers, disposer d'une administration solide. Voilà la base de la nouvelle autonomie africaine, même fragile. Mais ce pouvoir de choix s'accompagne d'une responsabilité immense. Avec moins de surveillance extérieure, l'espace pour l'erreur, ou la corruption, grandit aussi. Si les institutions nationales ne résistent pas à la tentation du clientélisme ou de l'endettement insoutenable, il suffit d'un choc, chute des prix, ralentissement chinois, crise politique, pour replonger dans la dépendance. C'est là que se joue le nouveau dilemme africain. La liberté de choisir ses partenaires et ses politiques, oui, mais avec le risque de voir cette autonomie capturée par des intérêts privés, nationaux ou étrangers. L'enjeu n'est plus seulement de sortir du contrôle du FMI, mais de bâtir des institutions capables de maintenir discipline, transparence et redevabilité sans céder à de nouvelles formes de domination. Que se passe-t-il quand ces dynamiques convergent, non plus à l'échelle d'un pays, mais à l'échelle régionale? Que devient la capacité de négociation africaine quand plusieurs États coordonnent leur politique et que le contrôle externe décline? C'est ce que nous allons voir. La fin du contrôle du FMI n'assure pas une gestion vertueuse. Le vide peut être dangereux. La disparition de la surveillance du FMI n'est pas toujours un progrès. Quand cette discipline externe disparaît, le risque de relâchement budgétaire apparaît. Certains gouvernements pourraient céder à la tentation de l'endettement facile ou de la dépense clientéliste, privilégiant les intérêts politiques à court terme. L'absence de garde-fous extérieurs peut ouvrir la porte à de nouvelles formes de corruption, d'opacité et d'instabilité. Mais ce vide peut devenir une opportunité. Les mécanismes de discipline ne disparaissent pas, ils changent de nature. Si les citoyens comprennent les conséquences d'une mauvaise gestion, ils peuvent imposer eux-mêmes des limites à leurs dirigeants. Parlement, médias, organisations de la société civile, banques centrales autonomes, tous peuvent surveiller le gouvernement. Ces systèmes internes sont moins prévisibles que la police internationale, mais reposent sur une légitimité démocratique. Le peuple africain, pas des experts étrangers, juge la qualité de la gestion. Ici s'opère une véritable bifurcation. Certains pays commencent à construire ces institutions solides. Regardez le Rwanda, le Botswana ou le Ghana.
Ils progressent dans la collecte des impôts, l'indépendance de leur banque centrale, le contrôle parlementaire. Leur discipline ne dépend plus du FMI, mais de la capacité de leurs institutions. Pour eux, la fin de la tutelle internationale peut marquer le début d'une souveraineté réelle, ancrée dans la démocratie nationale. Ailleurs, la situation reste fragile. Là où les institutions sont faibles, la sortie du FMI laisse la place à la dérive budgétaire ou à la corruption. Pour ces États, le FMI ne disparaît pas totalement. Il concentre son action sur les pays vulnérables, recentrant sa surveillance où le contrôle interne est faible. On voit ainsi naître une Afrique à deux vitesses. Certains s'émancipent, d'autres restent sous la discipline extérieure, faute de relais nationaux efficaces. Un autre risque, plus insidieux, l'émergence d'un nouveau modèle d'extractivisme financier. À mesure que les institutions financières occidentales perdent de l'influence, elles pourraient changer de stratégie. Plutôt qu'imposer des politiques budgétaires, elles cherchent à obtenir des garanties directes sur les ressources naturelles. Prêts adossés à des matières premières, où les recettes du cuivre, cobalt ou pétrole servent de garantie. Si un pays ne rembourse pas, l'accès à ces ressources est transféré aux créanciers. Ce modèle d'extraction financière enferme les pays africains dans un cycle où la richesse générée par les ressources ne bénéficie plus à la population, mais sert à rembourser des engagements contractés dans l'opacité. Un gouvernement peut multiplier les politiques sociales, mais si ses revenus miniers sont déjà hypothéqués pour 20 ans, il n'aura pas les moyens de financer durablement la santé ou l'éducation. On ne fait que remplacer une dépendance par une autre, tout aussi contraignante, mais plus discrète. La question n'est plus seulement de sortir de la tutelle du FMI, mais de bâtir une véritable souveraineté financière. Cela passe par la capacité à mobiliser l'épargne domestique, à augmenter la collecte fiscale, surtout là où le ratio impôt sur PIB reste bas, et à répartir équitablement les ressources. Pour nombre de pays africains, la progression dépend désormais moins de l'extérieur que des choix politiques internes. Osera-t-on une fiscalité plus juste, taxer les entreprises puissantes, répartir autrement la richesse? La fin de la surveillance du FMI n'est pas la fin des défis, mais le début d'une nouvelle bataille pour l'indépendance économique. Soit l'Afrique saisit cette opportunité pour renforcer ses institutions, soit elle risque de voir son autonomie capturée par des élites locales ou de nouveaux créanciers. Mais pour sortir vraiment du piège de la dépendance, il faudra aller plus loin. Mobilisation interne et intégration régionale. La liberté retrouvée n'est qu'un début. Tout dépend des choix à venir. Pour la première fois depuis longtemps, de nombreux pays africains peuvent se demander « Que faire de cette marge de manœuvre ?» Ce moment charnière n'assure rien. Il offre un espace, une opportunité, mais tout dépendra des décisions prises et de la capacité à bâtir des institutions solides et inclusives. Commençons par la fiscalité. Tant que l'État dépend de l'extérieur, il reste vulnérable aux pressions et chocs mondiaux. Or, la plupart des pays africains collectent moins de 15% du PIB en impôts, bien loin des standards nécessaires pour financer écoles, hôpitaux, infrastructures. Le Rwanda fait figure d'exception, mais dans l'ensemble, c'est le maillon faible. Sans cet effort, la moindre crise pousse à nouveau vers l'endettement extérieur. Au-delà de la quantité, il y a la question des choix. Qui paie l'impôt et pourquoi faire? Les États ont désormais la liberté de redistribuer selon leurs priorités. C'est l'occasion de soutenir l'agriculture, l'éducation, une véritable politique industrielle, des options souvent bloquées par les conditionnalités du FMI. Mais sans réforme de la fiscalité, sans lutte contre l'évasion, l'argent risque de rester insuffisant ou de nourrir la corruption. Ensuite, il y a l'intégration régionale, souvent négligée mais cruciale. Prenons l'ECO, la monnaie unique ouest-africaine. Tant que certains pays étaient sous tutelle du FMI et d'autres non, ce projet semblait illusoire. Mais alors que la surveillance s'efface, les barrières tombent. Il devient possible de coordonner politique monétaire et budgétaire à l'échelle régionale, renforçant le pouvoir de négociation africain. Imaginez, des décisions qui affectent des centaines de millions, prises à Accra, Dakar ou Abidjan, et non à Washington ou Paris. Au sud, des pays comme le Botswana ou l'Afrique du Sud
pourrait devenir moteur de la finance régionale, intermédier des capitaux, stimuler des investissements communs et réduire encore la dépendance face aux créanciers étrangers. Si ces systèmes deviennent vraiment opérationnels, l'équilibre du pouvoir financier mondial changerait. Mais cette indépendance nouvelle comporte un immense défi, la redevabilité. Pendant des décennies, le FMI jouait le rôle du méchant extérieur. Quand les choses allaient en mal, les gouvernements pouvaient accuser la contrainte extérieure pour justifier l'austérité. Désormais, cet alibi disparaît. Si les budgets dérapent, si la corruption emporte les recettes, il n'y aura plus personne d'autre à blâmer. La responsabilité revient directement aux dirigeants locaux. Cela peut renforcer la démocratie, si, et seulement si, les institutions nationales sont robustes pour demander des comptes. Sinon, l'absence de surveillance extérieure peut aggraver la dérive et créer de nouveaux espaces d'impunité. Le risque de trajectoire divergente devient réel. Certains saisiront cette chance pour construire des institutions plus transparentes, investir dans le capital humain, diversifier l'économie. D'autres pourraient replonger dans le clientélisme, ou voir leur autonomie capturée par des intérêts privés, locaux ou étrangers, avec la bénédiction de la finance internationale. Rien n'est écrit d'avance. Ce tournant peut mener à un cercle vertueux où l'autonomie se consolide, la richesse profite au plus grand nombre et la souveraineté devient réelle. Mais il peut aussi déboucher sur un retour au statu quo, ou pire, une dépendance renouvelée, cette fois dictée par les logiques de marché et les intérêts privés. La liberté de choisir est une avancée, mais elle s'accompagne d'une responsabilité, celle d'inventer, ici et maintenant, les institutions et politiques capables de transformer l'autonomie en véritable indépendance. Au bout du compte, tout repose sur la capacité des Africains à écrire leur avenir. L'ère où le FMI dictait l'avenir africain touche à sa fin. Mais le nouveau chapitre dépend de vous. Aujourd'hui, de plus en plus de pays africains remboursent rapidement leurs dettes envers le FMI et la Banque mondiale, brisant un vieux schéma, celui d'un continent où les politiques économiques étaient dictées de l'extérieur. Mais attention, la fin d'un contrôle ne signifie pas l'entrée dans une autonomie garantie. C'est ici que commence le vrai défi. L'architecture du contrôle international se fissure, mais les mécanismes du pouvoir financier mondial demeurent. Les capitaux occidentaux et investisseurs internationaux cherchent toujours à influencer, mais leurs leviers sont moins visibles. Les flux financiers mondiaux privilégient les pays jugés sûrs ou favorables. Les marchés peuvent punir toute tentative de politique trop indépendante par des hausses des taux ou des fuites de capitaux. Et les prix des matières premières, fixés loin des capitales africaines, dictent encore la marge de manœuvre de nombreux gouvernements. À ce moment charnière, une opportunité s'ouvre. Inventer des modèles de développement adaptés aux réalités africaines. Libérés des conditionnalités du FMI, les gouvernements peuvent, pour la première fois depuis longtemps, expérimenter de nouvelles stratégies, investir dans les services publics, explorer des formes innovantes de propriété collective, mener des politiques industrielles, autant de choix longtemps écartés par crainte de représailles financières. Mais cette liberté n'est pas une garantie de progrès. Ce nouvel espace peut servir à bâtir des institutions solides ou enrichir quelques élites. L'histoire récente regorge d'exemples où la marge de manœuvre retrouvée a profité à des intérêts privés, au détriment du bien commun. Le risque, c'est de remplacer une tutelle extérieure par celle de la finance mondialisée ou par des réseaux locaux qui capturent l'État. C'est ici que la vigilance et l'engagement collectif deviennent essentiels. L'avenir de la souveraineté africaine, la possibilité d'un développement choisi, dépend désormais moins des institutions de Bretton Woods, et bien plus des choix locaux. Il appartient au gouvernement, mais aussi aux sociétés civiles, entrepreneurs, citoyens, de veiller à ce que l'autonomie ne soit ni dilapidée, ni confisquée par de nouveaux maîtres. Le chemin n'est pas tracé. Il exige du courage politique pour investir dans la durée, renforcer la démocratie, accepter parfois l'impopularité des réformes. Il exige aussi d'explorer des solutions panafricaines, renforcer l'intégration régionale, bâtir des mécanismes financiers propres, diversifier les partenaires économiques. La diversité des expériences sera bien plus grande qu'à l'époque où tous subissaient les mêmes recettes du FMI.
Pour certains, cela offrira de vraies avancées. Pour d'autres, le risque de stagnation ou de recul n'est pas à écarter. Rien n'est écrit d'avance. Mais, pour la première fois, le pouvoir de choisir est là. À cette croisée des chemins, la question n'est donc plus de savoir si l'Afrique est libre de ses choix, mais ce que ses dirigeants et citoyens feront de cette liberté. La surveillance s'effrite, et ce qui se construit à sa place dépend de nous tous. Le futur de l'Afrique ne sera pas décidé à Washington ou à Paris. Il se joue ici, maintenant, dans chaque décision, chaque institution renforcée, chaque initiative citoyenne. L'espace d'un développement souverain est ouvert, mais il ne tient qu'à chacun de le remplir de sens, de justice et d'ambition collective. La page est blanche, l'encre est africaine. Merci d'avoir suivi cette réflexion. Si ce sujet vous interpelle, partagez vos idées en commentaire. Selon vous, quels sont les leviers les plus urgents pour que cette autonomie nouvelle serve vraiment le développement de tous? À très vite pour une prochaine exploration.